Bien penser l'interface d'utilisation d'une classe est une étape fondamentale dans toute bonne conception orientée objet. Une interface mal conçue, qui offrirait trop de prise à l'utilisateur externe sur les détails d'implémentation, peut s'avérer tout aussi dangereuse que de laisser en public des attributs. Nous allons dans ce qui suit comparer deux choix d'interface possibles pour une même classe. Dans un premier cas, l'interface offrira des fonctionnalités de trop bas niveau qui dévoilent à l'utilisateur externe les détails d'implémentation de la classe. Dans le second cas, l'interface n'offrira que ce qui est strictement nécessaire comme fonctionnalité. Et nous allons bien évidemment voir que la seconde option offre de nombreux avantages par rapport à la première. On s'intéresse ici à programmer une classe qui nous permette de jouer au jeu du morpion tic-tac-toe. Donc pour rappel, dans le jeu du morpion, deux joueurs s'affrontent sur une grille 3 sur 3, 3 lignes, 3 colonnes. Le premier joueur peut poser un certain type de pièce, par exemple un rond. Le second joueur, un autre type de pièce, par exemple une croix. Les deux joueurs jouent en alternance et le but pour gagner est d'essayer pour un des joueurs d'aligner 3 de ces pièces, soit en ligne, soit en diagonale, soit en colonne. Dans la première version de la classe jeu morpion que vous avez ici sous les yeux, le programmeur a une vision assez minimaliste des services qu'il veut offrir au monde extérieur. Lorsqu'il a conçu sa classe, il s'est penché sur des problèmes de modélisation, quelles sont les données qui caractérisent typiquement un jeu de morpion, et assez naturellement, il s'est dit qu'il lui fallait une grille. Donc il a introduit un type gris, comme un tableau de taille fixe, lui permettant de modéliser l'attribut gris de la classe jeu morpion. En termes de fonctionnalité, accessible depuis l'extérieur, il offre une méthode d'initialisation de la grille et il offre comme fonctionnalité principale une méthode permettant à l'utilisateur externe d'accéder à la grille de jeu. Donc un utilisateur qui accéderait à cette grille de jeu depuis l'extérieur aurait toute la latitude de pouvoir y placer à sa guise des jetons pour implémenter la logique du jeu à proprement parler. Examinons maintenant de plus près les détails d'implémentation de cette première version. Tout d'abord, qu'en est-il du type gris qui permet de modéliser une grille de jeu? Si l'on examine le type associé, on se rend compte ici que le programmeur a fait un choix particulier, qui n'est peut-être pas très naturel, mais qui est possible, d'en faire un tableau à une dimension. Ce qui veut dire que probablement il voit les choses de cette façon-là. Donc, la grille de jeu est modélisée par le biais d'un tableau de taille fixe à une dimension, où par exemple les 3 premières positions représentent la première ligne de la grille du jeu de morpion, les 3 suivantes représentent la seconde ligne, et les 3 dernières, la dernière ligne. Donc c'est un choix possible, même si a priori il n'est peut-être pas très naturel. Le programmeur de la classe jeu morpion souhaite offrir à l'utilisateur de cette classe un accès à la grille afin que cet utilisateur puisse remplir par lui-même la grille. Il fait donc le choix de modéliser la grille au moyen d'un pointeur sur une grille, et c'est ce pointeur qui est offert au travers de la fonctionnalité getGrid. Concrètement donc, notre attribut gris n'est autre qu'un pointeur vers un tableau de taille fixe à 9 cases. Comme fonctionnalité principale, nous avons vu que le programmeur de la classe jeu morpion offrait la méthode getGrid, laquelle permet à l'utilisateur externe d'accéder à la valeur de ce pointeur. Par le biais de ce pointeur, il va être possible à celui qui utilise la classe d'accéder à la grille et de la remplir pour implémenter la logique du jeu. Donc on voit que dans cette conception, le programmeur de la classe jeu morpion délègue la programmation de la logique du jeu à celui qui utilise la classe plutôt que de la placer à l'intérieur de la classe jeu morpion. Ce choix est évidemment très mauvais et nous aurons l'occasion d'y revenir. La seconde méthode offerte par le programmeur de la classe jeu morpion est la méthode initialise qui se contente ici d'allouer un espace mémoire pour un tableau d'entiers à 9 cases. Donc quelqu'un qui souhaiterait utiliser la classe jeu morpion pourrait le faire de la façon suivante. Donc il commencerait par déclarer une variable jeu par exemple de type jeu morpion. Ensuite il pourrait appeler la méthode initialise pour initialiser la grille. Au terme de cette initialisation, nous aurions donc dans la variable jeu un objet dont l'un des attributs est un pointeur, une adresse, vers un tableau de 9 cases. Pour programmer ensuite la logique du jeu, c'est par exemple cet utilisateur qui va programmer la logique qui consiste à faire jouer en alternance l'un ou l'autre des joueurs plaçant des ronds et des croix, eh bien le programmeur utilisateur de la classe jeu morpion va devoir accéder via ce pointeur à la grille et y placer des ronds et des croix selon ses besoins.
Pour connaître la valeur de ce pointeur lui permettant justement d'accéder à la grille de jeu et la remplir, l'utilisateur de la classe JeuMorpion va utiliser la fonctionnalité offerte publiquement getGrille. Donc ici, pour accéder à la valeur de ce pointeur, il suffit d'utiliser la fonctionnalité getGrille comme ceci. Et nous verrons concrètement comment on va utiliser cette fonctionnalité justement pour remplir la grille en utilisant les fonctionnalités offertes par cette première version de la classe JeuMorpion. Voilà, plaçons-nous maintenant dans la situation où un programmeur concepteur a offert une classe JeuMorpion avec les fonctionnalités que nous venons de décrire et que maintenant un programmeur utilisateur souhaite en faire usage pour programmer par exemple la logique du jeu de Morpion. Imaginons que ce programmeur utilisateur s'intéresse à la question suivante: comment placer concrètement sur la grille du jeu de Morpion, par exemple un rond dans la première case de la grille. La première chose qu'il va devoir faire probablement est d'adopter un certain nombre de conventions sur la représentation du contenu de ces différentes cases. Sachant que le tableau représentant la grille est un tableau d'entiers, il peut par exemple décider d'un certain nombre de conventions, comme par exemple que le 1 représente un rond, le 2 une croix et le 0 une case vide. Ceci pose au passage un certain nombre de questionnements sur l'initialisation de la grille. Si l'on examine le code, le concepteur de JeuMorpion s'est contenté d'allouer l'espace mémoire pour le tableau associé à la grille, mais à nul moment ne s'est préoccupé d'initialiser le contenu de chacune de ces cases qui ici est indéterminé. Si par exemple l'utilisateur de JeuMorpion décide comme il se doit de commencer avec une grille entièrement vide, c'est à lui de parcourir la grille et de la remplir avec des zéros pour signifier qu'il y a des cases vides partout pour commencer. Ici, le travail d'initialisation devrait clairement être pris en charge par celui qui offre la grille et non pas par celui qui l'utilise. Pour placer un rond dans la première case de la grille de jeu, notre programmeur utilisateur n'a d'autre choix que d'aller regarder comment est concrètement implémentée la classe JeuMorpion. Il doit en effet savoir que sa variable jeu contient désormais un objet dont l'un des attributs est un pointeur sur un tableau de 9 cases à une dimension, et il doit savoir que placer un rond revient pour lui, selon ses conventions, à mettre un 1 dans cette case. Il va donc accéder à la valeur de ce pointeur par le biais de jeu.getGrille. Ensuite, le étoile jeu.getGrille va lui donner un accès au contenu pointé par ce pointeur, donc à la grille. Et au niveau de la case 0 de cette grille, il va mettre la valeur 1. S'il est suffisamment attentif et précautionneux, notre programmeur utilisateur de la classe JeuMorpion peut parfaitement aboutir au final à une version jouable et fonctionnelle du jeu. Simplement, en chemin, il a rencontré de nombreux écueils et problèmes qu'en principe, il n'aurait pas dû avoir à affronter. Un des problèmes fondamentaux avec cette première version de la classe JeuMorpion est que celui qui l'utilise ne peut absolument pas le faire proprement sans en connaître les détails intimes d'implémentation. Il doit par exemple absolument savoir que les cases sont stockées sous la forme d'entiers, sous la forme d'un tableau en une dimension et avec des conventions de stockage ligne par ligne par exemple. De son côté, il doit également adopter un certain nombre de conventions arbitraires, comme le fait que le 0 représente une case non cochée, le 1 le rond et le 2 une croix. Ces conventions ne seront pas forcément adoptées par d'autres programmeurs de la classe JeuMorpion et donc le code résultant sera difficile à lire pour chacun. En conclusion, celui qui utilise la classe JeuMorpion ne peut pas utiliser proprement cette classe sans connaître le codage intime des données dans cette classe et sans prendre de son côté un certain nombre de conventions arbitraires. Par ailleurs, le code auquel va aboutir notre programmeur utilisateur de la classe JeuMorpion va lui-même être complètement cryptique. Quelqu'un qui lirait cette ligne de code serait dans l'incapacité de la comprendre. Que veut dire ce 0? Que veut dire ce 1? On ne peut comprendre cette ligne de code sans aller regarder l'intérieur de la classe JeuMorpion. Ce code, produit par le programmeur utilisateur, n'est malheureusement pas robuste à d'éventuels changements faits par le programmeur de la classe JeuMorpion dans ses choix d'implémentation. Supposons par exemple qu'il décide d'abandonner son implémentation de la grille sous la forme d'un tableau à une dimension et qu'il passe à un tableau à 2 dimensions, eh bien il faudrait réécrire cette ligne de code qui n'est plus adaptée. Donc celui qui utilise la classe JeuMorpion est impacté par des modifications faites à l'intérieur de la classe. Il devrait par exemple ici réécrire cette ligne de code comme ceci. Si on passe à un tableau à 2 dimensions.
Supposons qu'il ait écrit de très nombreuses lignes de code se basant sur ses choix d'implémentation, eh bien l'intégralité de son code est à revoir et éventuellement à réécrire. Enfin, dernier point important et dangereux, par le biais de cette fonctionnalité, le programmeur utilisateur a accès à la valeur d'un pointeur qui lui donne un accès direct à la grille de jeu telle qu'implémentée. Ceci permettra, nous allons le voir un petit peu plus tard, de nombreuses manipulations sur cette grille qui ne sont pas souhaitables. Donc en fait, même si le programmeur concepteur de jeux Morpion a effectivement bien pris la précaution de déclarer comme privé son attribut de type grille, ce qui interdit ce genre de manipulation directe de la grille via l'accès à l'attribut, il offre néanmoins la valeur de ce pointeur au monde extérieur via getGree, ce qui permet de faire exactement la même manipulation qu'ici, mais d'une façon un petit peu plus indirecte. Ceci casse donc complètement l'intérêt de définir l'attribut en privé. Le fait de l'avoir défini en privé ici devient tout simplement complètement inutile. De façon générale, lorsque dans une classe, un attribut est un pointeur vers un objet, comme par exemple le tableau chez nous, offrir un accès à l'extérieur à la valeur de ce pointeur est mauvais pour l'encapsulation, car il permet d'accéder aux détails d'implémentation. Il résulte de l'accès à l'implémentation de la grille de jeu via le pointeur toutes sortes de conséquences fâcheuses. Par exemple, rien n'empêche ce genre de manipulation, l'accès à une case de la grille via un indice qui est invalide. Celui qui utilise getGree ici peut s'être trompé dans le calcul de l'indice, donc l'erreur peut ne pas être aussi explicite qu'elle l'est ici, mais rien n'empêche de faire un accès de cette nature. À ce moment-là, le programme aura évidemment un comportement erroné qui peut, dans certaines situations, se traduire par des erreurs telles que des segmentation faults et des arrêts abrupts du programme. Rien n'empêche non plus de mettre dans la grille de jeu des valeurs autres que celles qui sont initialement prévues, à savoir des ronds ou des croix, ce qui correspond à 1 ou 2. On pourrait par exemple imaginer que par inadvertance ou par malice, celui qui utilise la grille de jeu y injecte des valeurs qui ne soient pas celles attendues, des valeurs fantaisistes comme 42, 11 ou 3. À ce moment-là, on se trouverait dans une situation où la logique du jeu ne serait plus respectée. Imaginez par exemple que celui qui a programmé la logique du jeu ait programmé une méthode getJoueur gagnant, dont le rôle est de parcourir la grille de jeu pour vérifier s'il y a des alignements de ronds ou de croix. À ce moment-là, cette méthode s'attend évidemment à trouver des valeurs telles que 1 et 2 et aurait un comportement erroné si elle se trouvait en face d'une valeur telle que 42. Enfin, imaginez le cas où l'utilisateur de la grille aurait envie de tricher, c'est-à-dire de remplacer un rond par une croix qui serait déjà placé sur la grille de jeu, rien ne l'en empêche. Donc ici, on peut tout à fait, après avoir déjà mis un 1 ici, remplacer ce 1 par un 2 en utilisant ce genre de manipulation. Donc aucun contrôle n'est fait à ce niveau pour vérifier qu'il n'y a pas déjà un pion placé sur la grille de jeu et que l'écrasement n'est pas possible. Tous les problèmes que l'on a évoqués ici résultent du fait que les fonctionnalités que l'on a choisi d'offrir publiquement sont de trop bas niveau, révèlent trop les détails d'implémentation et nécessitent de les connaître. Elles offrent par conséquent un accès incontrôlé aux données et permettent d'utiliser ces données sans aucune validation, ce qui bien évidemment correspond à une mauvaise conception. Pour programmer une classe jeu Morpion proprement encapsulée, il est impératif que les choix d'implémentation ne soient pas accessibles, visibles, au travers de l'interface d'utilisation qui est offerte au programmeur externe. Par ailleurs, les choix d'implémentation interne, comme par exemple comment représenter la grille, comment modéliser les jetons qui se posent sur la grille, doivent être du ressort de celui qui implémente la classe jeu Morpion et non pas de celui qui l'utilise. Nous allons étudier dans ce qui suit une variante qui améliore la version précédente. Dans cette seconde version de la classe jeu Morpion, le programmeur concepteur décide, comme il se doit, de prendre en charge la modélisation de tous les éléments permettant de modéliser un jeu de Morpion, c'est-à-dire non seulement la grille de jeu, mais également les pions que l'on va y placer. Et il choisit pour cela d'introduire un type énuméré qui va permettre de manipuler ces jetons via des noms qui sont explicites et parlants. Pour la modélisation de la grille de jeu elle-même, le programmeur fait des choix qui sont plus naturels que ceux que l'on a vus précédemment. Il va utiliser un tableau à 3 lignes et 3 colonnes, ce qui est beaucoup plus proche de la représentation que l'on a d'un plateau du jeu de Morpion.
Dans la classe jeu Morpion, il n'y a pas de nécessité d'accéder à la grille de jeu via un pointeur. L'attribut est donc naturellement défini comme étant de type grille, tel que défini ici. De plus, l'initialisation de la grille, qui n'était que partielle et mal faite dans la version précédente, est beaucoup plus correcte ici. Le concepteur de la classe jeu Morpion prend en charge l'initialisation de tous les éléments de la grille, c'est-à-dire également de son contenu. Et donc pour ce faire, il va balayer chacune des lignes de la grille et pour chaque case de cette ligne, en remplir le contenu en y mettant la valeur vide de façon totalement explicite. L'idée est donc maintenant d'offrir à l'utilisateur de la classe jeu Morpion un certain nombre de méthodes bien choisies qui vont lui permettre de manipuler la grille de jeu sans en connaître les détails d'implémentation. On peut donc par exemple imaginer d'offrir une méthode placer rond dont le rôle sera de placer un rond sur la grille de jeu à une ligne et une colonne fournies par l'utilisateur. De même, on aurait le tenant placer croix qui placerait une croix sur une ligne et une colonne donnée. Ces méthodes retourneraient par exemple un booléen indiquant si le placement du rond ou de la croix a pu se faire à la ligne et à la colonne souhaitée. On peut bien sûr imaginer la présence d'autres méthodes, comme par exemple une méthode getJoueur-gagnant qui analyserait le contenu de la grille pour savoir s'il y a un alignement de rond ou de croix. Le fait de placer un jeton à une ligne et une colonne donnée se fait en fait exactement selon les mêmes modalités, peu importe que l'on place un rond ou une croix. Il est donc naturel ici de penser à modulariser les traitements et de créer une méthode placer-coup qui va se charger de placer les différentes pièces sur la grille de jeu. Les deux méthodes placer rond et placer croix suffisent complètement à l'utilisateur de la classe jeu Morpion pour pouvoir placer un jeton sur la grille de jeu. Il n'est par conséquent pas nécessaire d'offrir également l'accès à placer coup, qui ici peut être considéré comme une méthode utilitaire, aidant placer croix et placer rond à faire leur travail, mais qui ne fera pas partie de l'interface d'utilisation de la classe. Les deux méthodes placer rond et placer croix suffisent complètement à l'utilisateur de la classe jeu Morpion pour pouvoir placer un jeton sur la grille de jeu. Il n'est par conséquent pas nécessaire d'offrir également l'accès à placer coup, qui ici peut être considéré comme une méthode utilitaire, aidant placer croix et placer rond à faire leur travail, mais qui ne fera pas partie de l'interface d'utilisation de la classe. Par conséquent, on va décider de déclarer cette méthode placer coup comme privée. La méthode placer coup est donc en charge de placer un coup, qui peut être un rond ou une croix, à une ligne et une colonne donnée. Comme ces informations lignes et colonnes sont fournies par celui qui utilise la classe au travers de placer rond et placer croix, il faut faire un travail de validation pour vérifier que les lignes et les colonnes souhaitées pour l'introduction du coup correspondent bien à des lignes et des colonnes valides. La méthode placer coup commence donc par faire cette vérification. Si cette vérification échoue, on doit traiter l'erreur et donc indiquer par un return false que le placement n'a pas pu se faire correctement. La méthode placer coup doit également vérifier que l'on ne place pas un jeton sur une case qui est déjà occupée, ce qui est contraire à la logique du jeu. Et donc, on va faire cette vérification explicitement en testant si la position souhaitée ne correspond pas à une case qui est vide. Alors dans ce cas-là, la case est déjà prise, on signale une erreur et on retourne faux. Dans l'autre cas, eh bien, on va placer notre coup à la position souhaitée et on va retourner true pour indiquer que placer coup s'est correctement passé. Vous noterez qu'il n'a pas été nécessaire ici de vérifier la validité du coup, de savoir si on a placé un rond ou une croix, parce que cette méthode placer coup est une méthode privée qui n'est invoquée que par les méthodes placer rond et placer croix qui explicitement mettent déjà les bonnes valeurs pour le coup à placer. Voyons maintenant comment toutes ces modifications de la classe jeu Morpion se répercutent sur celui qui l'utilise. Donc quelqu'un qui utiliserait la classe commencerait vraisemblablement par déclarer une variable de type jeu Morpion. Ensuite, il utiliserait la méthode publique offerte pour l'initialisation afin de partir avec une grille de jeu vide. Et ensuite, il commencerait à s'intéresser à placer différents jetons, différentes pièces sur la grille de jeu. Si l'utilisateur souhaite par exemple placer un rond à la ligne 1 et à la colonne 1 de la grille de jeu, il va pouvoir utiliser une tournure de cette nature qui est beaucoup plus claire et beaucoup plus explicite que celle que nous utilisions précédemment. Il indique simplement qu'il place un rond sur le jeu à la ligne 1 et à la colonne 1. Surtout, cette tournure ne nécessite de sa part aucune connaissance sur les détails d'implémentation de la classe jeu Morpion.
L'utilisateur peut aussi bénéficier du travail de validation des données qui est fait par des méthodes telles que placer rond ou placer croix. Donc il peut s'informer par le biais du booléen qui est livré par ces méthodes et savoir si le placement de son coup s'est passé favorablement ou pas. Le placement d'une croix sur la grille de jeu va se faire évidemment selon les mêmes modalités. La nouvelle version de la classe Jeu Morpion nous permet une utilisation beaucoup plus robuste et beaucoup plus explicite. Elle ne nous affranchit cependant pas complètement de devoir expliciter un certain nombre de conventions d'usage des méthodes de l'interface. Par exemple, il faut informer l'utilisateur du fait que l'on s'attend à une numérotation des lignes et des colonnes selon une convention qui numérote la première ligne à 0 et non pas à 1. C'est ce genre de convention qu'il faut absolument documenter lorsqu'on fournit l'interface d'utilisation. La deuxième version de la classe Jeu Morpion offre de nombreux avantages par rapport à la première. Le premier avantage est la validation des données. Il devient désormais impossible à l'utilisateur de la classe Jeu Morpion de placer une valeur invalide dans le tableau, autre que les valeurs que l'on attend. En fait, il ne sait même pas comment ces valeurs sont codifiées en interne. Il ne sait pas qu'on a par exemple utilisé un type énuméré pour représenter chacune de ces valeurs. Il n'a aucune idée de comment tout ceci est implémenté en interne. Toujours dans le cadre de la validation des données, il est impossible désormais à l'utilisateur de cocher une case déjà cochée. Ce n'était pas le cas dans la version précédente. Ici, les méthodes de l'interface sont en charge de faire ce genre de travail de vérification et interdiront ce genre de manipulation non souhaitée. Autre point très important, cette mise en œuvre de la classe Jeu Morpion permet ce que l'on appelle la séparation des soucis. Chaque programmeur est responsable de la partie qui le concerne et n'a pas à se préoccuper des soucis relatifs à l'implémentation d'autres classes. Par exemple, celui qui utilise la classe Jeu Morpion n'a nul besoin de savoir comment le plateau de jeu est stocké, ni qu'il utilise des entiers, ni quelles valeurs correspondent à quoi que ce soit. Celui qui est en charge d'implémenter Jeu Morpion se charge de ces détails, celui qui utilise n'est en charge que de la logique du jeu. Autre point important, la lisibilité du code qui résulte de cette nouvelle implémentation. Le code produit par l'utilisateur de Jeu Morpion est désormais compréhensible même pour quelqu'un qui n'a pas de connaissances approfondies. Donc ici, le fait d'écrire quelque chose comme jeu.placeron est tout à fait compréhensible. Il n'y a pas besoin de beaucoup d'explications pour savoir ce que ce traitement réalise. Ça n'était pas le cas dans l'implémentation précédente, où je devais passer par une tournure totalement cryptique pour réaliser un traitement analogue. Enfin, conséquence de la validation des données, il devient possible d'informer l'utilisateur en cas de situation anormale en utilisant un message compréhensible. Si maintenant on essaye de placer un jeton dans une position invalide de la grille, c'est le traitement d'erreur réalisé par placer coup qui va informer l'utilisateur que quelque chose d'anormal est en cours et qu'il ne peut pas placer le coup. Dans la version précédente, le programme s'arrêtait avec une erreur de type segmentation fault. Nous voici donc arrivés au terme de cette petite étude de cas sur le jeu de Morpion. Nous voyons donc que pour bien encapsuler, il est nécessaire de bien cacher les détails d'implémentation, de n'offrir que les fonctionnalités qui sont réellement utiles au monde extérieur et qui n'offrent pas de prise au monde extérieur pour pouvoir altérer et toucher aux détails d'implémentation.